Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina Faso, M. Bassolma Bazier. Merci d'être toujours en notre compagnie. Je vous en prie. Alors, je disais tout à l'heure que quand on vous écoute, on a comme l'impression que vous êtes dans une démarche de moralisation plutôt que d'obtenir des actes précis. Est-ce que dans cette condition, le dialogue de sourds ne risque pas de perdurer? Non, pas du tout. J'étais sur la question du foncier. Je pense que faire en sorte à ce que les lotissements dans notre pays soient moralisés, pour que même quelqu'un qui est une personne qui est demanderesse d'un terrain n'arrive pas à l'avoir sur la base de la transparence, il n'y a pas à redire. Et quand nous demandons par exemple à ce que, dans le cadre des privatisations, on procède à la réouverture des gares ferroviaires, de Ouagadougou jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, pour permettre à l'ensemble des localités d'investir et d'avoir des revenus, ce n'est pas du sentimentalisme. Quand nous exigeons à ce que l'État mette les moyens, par exemple dans les urgences hospitalières, pour que toute personne qui va se retrouver dans les urgences, si les premiers accueils, les soins sont gratuits, parce qu'il peut avoir les moyens, mais avec le niveau de blessure, il peut ne pas pouvoir parler et puis payer. Ça fait, en tout cas, on s'engage dans un cadre de sauver des vies. Quand je prends les forces de défense et de sécurité, où des gens ont été incriminés, par exemple, en 2011, en estimant qu'ils ont semé du désordre. Après, il y a eu des enquêtes, il y a même eu des jugements. Des gens ont été acquittés en estimant qu'ils ne sont mêlés ni de près ni de loin, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau des militaires. Nous exigeons à ce que ceux-ci soient réintégrés. Vous voyez que ça aussi, c'est du pratique. Quand nous prenons la question de l'éducation, où des bâtiments sont construits et dès les premiers pluies, les toits sont partis, nous exigeons à ce que les responsabilités soient situées. Là aussi, c'est du concret. Mais sur ces points précis, on vous répond quoi concrètement? Mais ce que on nous répond, c'est que les dossiers suivent leur cours. On a l'impression que quand un gouvernement arrive ou quand on nomme des agents au niveau des hautes responsabilités de l'État, c'est comme s'ils faisaient des ateliers ou des stages pour apprendre les termes suivants. Le dossier suit son cours. Nous sommes en train de prendre des mesures. C'est pratiquement ce qu'on nous ramène comme des refrains. Mais vous imputez beaucoup de responsabilités au pouvoir central. Est-ce qu'il ne va pas falloir aller un peu au-delà? Parce que quand je vous écoute, je constate que beaucoup de choses que vous reprochez au pouvoir central relèvent peut-être de la justice. Pourquoi ne pas s'adresser à la justice directement? Parce que les faits dont vous parlez, le procureur de la République peut s'autosaisir parfois d'un certain nombre de dossiers. Ce n'est pas le cas. Mais vous ne pointez jamais un doigt accusateur sur le procureur de la République. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop en termes de pression sur le président de la République, alors que les autres sont là, ils ne font rien, et puis c'est le président de la République seul qui endosse? Oui. Le premier mot qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas élu un procureur de la République. Un procureur de la République n'a pas fait campagne pour se faire élire. Il y a un président qui a fait une campagne avec un programme, il a pris des engagements, c'est à lui qu'on s'adresse. Et du reste, le procureur de la République a été nommé par le président du Faso. Mais maintenant, s'ils évoquent la question de l'indépendance de la justice, toujours est-il qu'il est le premier garant de l'unité nationale et responsable devant le peuple burkinabé des engagements qu'il a eu à prendre. Donc le premier interlocuteur auquel il faille s'adresser, c'est d'abord le président du Faso. Mais votre âme redoutable, c'est les grèves, c'est les meetings, c'est des conférences publiques, et ainsi de suite. Vous en avez fait suffisamment ces derniers temps. Mais est-ce que vous avez évalué l'impact de ces actions-là sur les négociations ou sur le pouvoir central? Non, je pense que j'ai eu aussi l'occasion de dire que la façon dont se comportent les autorités en manque de dialogue social et même en créant les conditions pour qu'il y ait cette confrontation permanente, c'est pour pouvoir cacher leur incapacité d'agir et de répondre aux engagements qu'ils ont. Vous en êtes sûr? Parce qu'ils n'en ont aucun intérêt. Je suis parfaitement sûr. Pourquoi? Parce que quand une plateforme est déposée auprès d'une autorité, vous allez voir que le mouvement syndical va attendre peut-être 1 mois, 2 mois. C'est quand il n'y a pas un signe retour que l'autorité est interpellée à travers une correspondance pour tenir un sitting. Ça veut dire la date du sitting et le lieu est prévu. Avant que ça n'arrive, on pouvait convoquer les travailleurs concernés et échanger là-dessus. Pire, au-delà du sitting, non seulement ils vont laisser le sitting se tenir, ils vont aller à la question de la grève. Les travailleurs, après le sitting, vont déposer un préavis de grève à l'endroit du chef de l'État. Le préavis va courir pratiquement au minimum 2 semaines. Au lieu de rencontrer les travailleurs, ils vont laisser la grève déclencher. Le premier jour, ils vont envoyer d'abord la presse pour aller regarder voir si la grève a réussi. Avec des tentatives de recrutement dans l'ombre, de menaces, d'intimidation, on envoie la presse pour aller vérifier voir si le premier jour-là, le mot d'ordre a été suivi. Et c'est quand le mot d'ordre est suivi que le deuxième jour, à la limite quand même c'est tôt, qu'au deuxième jour, on va commencer à appeler les acteurs pour dire « venez sur la table de négociation ».
Et là encore, c'est pour sortir dire à la presse, le gouvernement a montré sa disponibilité aux négociations. Le dialogue a été suivi, mais les partenaires sociaux sont restés radicaux, sans forcément avoir des éléments et indiquer sur la base de quoi ils sont restés radicaux. Monsieur Bazier, dans l'une de vos sorties, vous avez fustigé le fait qu'un décret pris par l'ancien président en 2008 serait déjà en application pour les autorités de ce pays, notamment les ministres, les présidents d'institutions. Est-ce que cela est vrai réellement? Parce que c'est un décret qui accorde un certain nombre d'émoluments à ces autorités-là et devrait être la même chose pour tous les autres travailleurs. Est-ce que c'est effectif que c'est appliqué, mais que pour les autorités? Oui, le décret a été pris précisément le 31 décembre 2008, signé par Blaise Compaoré en tant que président, Tertus Zongo en tant que premier ministre, et Noël Bebamba comme ministre de l'économie et des finances. Nous avons même protesté, contesté ce décret, d'autant que nous avons estimé que, au vu des richesses nationales qui ne suffisent pas, comme les autorités elles-mêmes tentent de le dire, il n'était pas concevable qu'on donne de tels émoluments à des ministres qui devaient être des serviteurs du peuple. Quand on fait la synthèse, je pense que ce décret, pour un ministre d'État, montait à 1 205 000. Et quand c'est un ministre simple, ça remontait à 1 115 000. Et ce que nous avons aussi rejeté, c'est qu'à son article 5 de ce décret, il a été accepté que après un remaniement ministériel, tout ministre qui sortirait du gouvernement doit garder les mêmes émoluments pendant 6 mois. Donc on ne peut pas comprendre dans un pays où le gouvernement lui-même estime qu'il n'y a pas les moyens. Donc nous l'avons contesté. Donc ça faisait partie des éléments de contestation qui est abouti à l'insurrection populaire. Donc on ne peut pas comprendre qu'un gouvernement qui vienne, après toute cette situation difficile, vienne s'appliquer le même décret. Des gens arrivent dans un gouvernement, ils se signent des propres contrats. Mais quand vous signez des propres contrats, quand vous regardez dans la presse en ligne, NetAfrique par exemple, à travers les sorties de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances, il est ressorti qu'il y a des ministres qui touchent par exemple 8 millions et quelques par mois. Mais 8 millions et quelques par mois, ça veut dire que vous avez eu le temps de vérifier? Ah oui, c'est des contrats qui ont été signés. Vous savez que quand le mouvement syndical parle, nous ne parlons pas dans le vide. Voilà pourquoi j'ai dit pour être crédible, il faut avoir les preuves de ce que vous dites. Mais quand vous prenez 8 millions et quelques par mois, ça veut dire en vous seul, avec vos collègues ministres locaux, entre griffes si on peut les appeler ainsi, vous regroupez le salaire de 8 ministres. Donc quand le même gouvernement sort parler d'équité, d'égalité, de solidarité, la solidarité est où à ce niveau? Quand par exemple un ministre doit avoir un salaire qui en lui seul peut payer 30 cadres supérieurs de catégorie A de la fonction publique, et vous sortez alors dire que les caisses de l'État sont vides. Vous sortez même avoir le courage de prononcer des propos de Thomas Sankara qui estime qu'il faut de l'eau pour tout le peuple que du vin pour quelques-uns. Vous vous êtes posé la question si vous pouvez même incarner l'image de la citation que vous êtes en train de prononcer. Mais dans ces conditions, il y a une autorité quand même qui a dit une phrase que je vais vous restituer. Il dit exactement ceci, citation, pendant que le pays est attaqué de toutes parts et que nos soldats sont au front, certains ne voient que leur intérêt. Je demande que nous ayons un peu de patriotisme. Essayons de différer les revendications. Fin de citation. Et cette phrase, elle est du président de l'Assemblée nationale, M. Alassane Bala Sakandé. Oui, mais quand il prononçait la phrase, je lui ai retourné la même question. Parce que quand on sait que le pays traverse des difficultés et que les soldats sont au front et qu'on doit être patriotique, on ne doit pas être hors des frontières se promener pendant plus de 20 jours. Quand les mêmes attaques se sont produites, après lesquelles il est venu tenir ce propos, il était hors du pays, il faisait quoi? Vous savez, le Burkina Faso, c'est un pays de savane. Le passé de tout un chacun, son présent est connu. Donc il faut éviter, parce qu'on est à des postes de responsabilité, venir vouloir donner des voies de moralité aux gens. Il faut arrêter ça. Mais il va falloir par rapport aux revendications, enfin certaines revendications, le gouvernement a proposé une solution. Le gouvernement a décidé de remettre à plat les salaires pour une nouvelle grille d'ici à 2019. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Nous avons dit tout simplement que les attitudes ou l'attitude de nos autorités, c'est pour conforter se faire féliciter par les institutions du Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Voilà pourquoi nous avons toujours aussi interpellé à nos intellectuels, ceux qui se font appeler des intellectuels, d'avoir la mémoire et rappeler l'histoire pour que le peuple burkinabé puisse savoir ce qui se passe. Toutes les décisions qui sont prises, que ce soit les privatisations, que ce soit les lois iniques qui sont prises pour bloquer les travailleurs dans leur avancement, les réductions de salaire, la diminution du nombre de recrutements dans la fonction publique, c'est pour permettre de payer la dette. Donc, quand le Premier ministre ou le président du Faso parle de solidarité et d'équité, j'ai pris l'exemple des salaires ministériels qui indiquent qu'il n'y a aucune équité, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de justice. Donc, la remise à plat des salaires,
qui ont été annoncés avec une façade de rencontre qui s'est tenue, c'est pour jeter de la poudre dans les yeux des Burkinabés et chercher une confrontation entre les travailleurs et les populations. Je l'ai dit pour un certain nombre d'exemples. Le premier exemple, quand le Premier ministre parle de sacrifice, le sacrifice dont il fait cas là, c'est généraliser la mise en œuvre de l'UTS sur l'ensemble des primes et indemnités des travailleurs du privé et du public. Ce qui est contraire à une revendication que nous avons eu à faire. Alors, M. Bazier, quelle est la solution selon vous? Quel est l'acte que peut poser le pouvoir central aujourd'hui qui puisse vous rassurer pour que vous repreniez contact avec ce pouvoir? C'est l'exemplarité. L'acte que le pouvoir doit poser, c'est l'exemplarité. Et quand je dis l'exemplarité dans la gouvernance politique, dans la gouvernance économique, dans la gouvernance militaire, dans la gouvernance sociale. Mais M. Bazier, quand je vous écoute, je me demande si je suis toujours en face du responsable syndical ou si je ne suis pas peut-être en face du chef de file de l'opposition. Je pense que dans notre rôle de contre-pouvoir, comme je l'ai dit, l'organisation syndicale se donne les voies et moyens d'éduquer ses militants pour qu'ils aient la maturité et savoir les préoccupations de son peuple au nom duquel ils parlent pour pouvoir les défendre. Mais ça, c'est pas dans l'éducation ce que vous êtes en train de faire. Oui. Le terrain sur lequel vous êtes en train de travailler là, je me demande si on est toujours dans le syndicalisme. Non, mais c'est à vous de me dire s'il y a une barrière très tranche entre le syndicalisme et la politique. Je le dis d'autant que le syndicat, je vous l'avais dit le 12 juin 2014, que le syndicaliste est quelqu'un qui doit avoir un minimum de maturité politique, capable de lire les décisions politiques prises par les autorités, évaluer l'impact sur les populations et agir à l'avance. Monsieur Bazier, est-ce que vous êtes optimiste quand même pour la suite? Je vous ai toujours dit que je suis optimiste dans la lutte. Quand bien même. Je suis optimiste parce que... Qu'est-ce qui vous rend optimiste justement? Ce qui me rend optimiste, c'est non seulement l'histoire du peuple burkinabé et l'histoire même des autres peuples du monde qui indiquent que seuls les peuples qui se battent, qui luttent, qui sont au front, qui avancent. Et de ce point de vue, il appartient à chacun, à chaque membre, entité du peuple-là, dans ta période, de poser les actes au nom du devoir qui t'est dévolu et quitte à laisser le bâton. Mais pour ce qui vous concerne, pour ce qui concerne le Burkina, est-ce que vous avancez? Et je pense que nous avançons. Nous avançons difficilement. Même si le gouvernement n'arrive pas à satisfaire vos revendications, parce que n'ayant pas les moyens. C'est à nous de les bousculer pour qu'on puisse avancer davantage. Monsieur Bazier, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer ces instants à votre compagnie. J'espère que les choses vont évoluer, les lignes vont bouger et nous reviendrons peut-être avec de très bonnes nouvelles que vous allez nous annoncer très bientôt. Merci bien. Merci, Monsieur Bassolma Bazier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina Faso. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour notre numéro. À bientôt.